Alors, nous allons vous présenter un exposé sur la périurbanisation. Pour le construire, nous sommes appuyés sur un texte de Fabrice Ripoll et Jean Rivière, intitulé « La ville dense comme seul espace légitime ». Dans un premier temps, nous allons présenter les auteurs ainsi que contextualiser ce texte, puis nous demander si le périurbain est une antithèse de la ville dense, et enfin, si ce dernier se définit seulement par son lieu de résidence. Donc, comme je vous l'ai expliqué, notre texte a été écrit par deux auteurs, donc Fabrice Ripoll et Jean Rivière. Fabrice Ripoll est géographe sociologue, ayant étudié à l'université de Caen et enseignant aujourd'hui dans cette même école. Il travaille sur les dimensions spatiales de l'action collective, ainsi que sur les élections municipales en milieu périurbain. Le deuxième auteur, Jean Rivière, est doctorant en géographie à l'université de Nantes. Lui travaille sur les dimensions spatiales des inégalités et des rapports de domination, mais également sur les comportements électoraux chez les périurbains. Enfin, nous vous introduisons Jacques Lévy, car ce texte que nous avons étudié s'appuie sur une thèse de ce dernier que les deux auteurs vont critiquer. Donc, Jacques Lévy est un géographe spécialisé dans la géographie politique. Il travaille, lui, sur les mobilités et les modèles urbains, ainsi que sur la mesure de la mondialisation dans les aires métropolitaines. Donc, dans ce texte, Fabrice Ripoll et Jean Rivière vont se questionner sur le point de vue de Jacques Lévy en étudiant un corpus de 19 textes écrits par Jacques Lévy entre 1984 et 2006. Ce corpus va résumer la pensée de Jacques Lévy. Pour Jacques Lévy, on peut inférer, c'est-à-dire déduire le rapport au monde et le système de valeurs d'un individu en fonction de son système de vote et de son lieu de résidence. Les auteurs dans ce texte, pour se questionner sur la pensée de Jacques Lévy, vont se baser sur une problématique centrale qui est la suivante. Peut-on adopter de telles catégorisations et plus encore inférer des rapports au monde à partir de votes ou de localisation résidentielle? Nous allons nous focaliser sur la partie de la périurbanisation du texte. Donc d'abord, qu'est-ce que la périurbanisation? La périurbanisation, c'est simplement l'extension de la ville dans sa périphérie. C'est une des causes de l'étalement urbain et elle se caractérise généralement par l'habitat pavillonnaire. Pour cet exposé, nous allons nous poser la question suivante. Peut-on définir le système de valeurs d'une population par leur lieu de résidence en se focalisant notamment donc sur le périurbain? Tout d'abord, nous allons définir au mieux ce qu'est la périurbanisation. En effet, le caractère évolutif de l'ère périurbaine le rend difficile à définir. D'après Jacques Donzelot, c'est un processus qui va faire que le tissu à la périphérie des villes passe d'un horizon social attractif à un modèle d'urbanisation décrié et repoussant. De manière plus formelle, nous partirons de la définition suivante. La périurbanisation est un phénomène d'étalement urbain et de consommation d'espaces agricoles et naturels par l'extension de l'habitat individuel. Pour reprendre dans un premier temps la vision binaire assez brute de Lévy, exposée en début de texte, le périurbain s'expose directement à l'espace urbain. Nous avons d'une part la ville avec une forte densité de population et mixité sociale qui assume son cosmopolitisme, et d'autre part, le périurbain ayant une faible densité, une faible diversité sociale et dont le rapport aux autres est fondé sur le repli. Géographiquement, cette opposition est en effet marquée par une différenciation de la densité au niveau du bâti. Cependant, Lévy va plus loin en généralisant également le système de pensée des périurbains. Ensuite, nous allons vous parler du coup de la théorie du modèle périurbain selon Jacques Lévy. Donc, de suite à cette opposition morale entre la ville et la périphérie, Lévy, en fait, il va théoriser le modèle périurbain d'un point de vue sociologique, géographique et politique. Selon lui, habiter en milieu périurbain est un choix en fait de société qui est basé sur trois aspects fondamentaux, donc la patrimonialisation monétaire, la privatisation de l'espace et le repli sur une structure qui est dite semi-communautaire. Ce type de rapport à l'autre, en fait, il est fondé sur le repli et associé à l'échelle géographique unique et fermée qui structure en fait du coup ce système de valeurs des résidents périurbains. Ce repli il s'explique par le niveau d'urbanité des espaces
périurbain qui est quasi nul selon Lévy, c'est-à-dire qu'il y a une faible densité et une faible diversité sociale. Lévy il constate donc selon les analyses des élections présidentielle de 2002 et du TCE, donc le traité instituant la Communauté européenne de 2005, que dans ces espaces périurbains, les votes de 2002 sont plus en faveur du Parti communiste et pour le TCE en 2005 sont plus du côté du non, à l'inverse de l'analyse du coup des centres urbains, ce qui renforce l'opposition entre la ville et la périphérie. Cependant, cette analyse, elle résulte de l'opinion majoritaire, elle ne s'applique pas forcément à l'ensemble des résidents périurbains. Lévy propose une analyse électorale axée sur l'association des votes dits protestataires et la localisation périurbaine. Il parle d'une sorte d'acte de refus de la société comme univers politique, c'est-à-dire que l'enjeu des périurbains n'est pas d'aider l'autre, mais d'abord de l'accepter et de le supporter avant de l'intégrer dans ses projets, ce qui témoigne un petit peu en fait des résultats de 2002 et 2005. Sa théorie, si on la simplifie, ça revient à dire que la localisation résidentielle des Français, elle résulte des valeurs de chacun et se répercute donc sur les analyses électorales. Mais à l'inverse, on pourrait se demander si le rapport au monde de chacun ne résulte-t-il pas du lieu de résidence. Nous allons maintenant donc nous demander qu'est-ce que le périurbain et voir que le périurbain, c'est une catégorie spatiale qui est difficile à définir. Donc tout d'abord, dans les années 70, c'est le Premier ministre Raymond Barre qui va réorienter la politique de l'État des grands ensembles vers justement ces lotissements pavillonnaires, ce qui va chambouler la dichotomie existante donc entre ville et campagne depuis des centaines d'années. Au fil des années, la définition de l'INSEE de la périurbanisation va changer régulièrement, ce qui montre que c'est un espace en constante évolution, mais qui est aussi difficile à définir, avec des termes qui ne bougent pas, où s'arrête la ville, où va commencer la campagne. De plus, l'INSEE se base sur des questions de l'emploi, de la distribution territoriale et des mobilités dans ces territoires, mais cela n'englobe pas tous les caractères journaliers de la vie et donc la définition de l'INSEE ne reflète pas la vie quotidienne des ménages. Le découpage binaire de l'espace qu'effectue Jacques Lévy entre pôle urbain et périurbain ne correspond donc pas à la réalité et à la complexité de définir un tel espace. C'est pour cela qu'il est difficile de déterminer une séparation stricte entre ville et périurbain, sachant que le périurbain est une extension de la ville dans sa périphérie. Nous allons maintenant nous demander si le périurbain se définit seulement par son lieu de résidence. En voyant d'abord que même si le périurbain n'habite pas en ville, il peut pratiquer cette ville dense, ces pôles urbains, notamment. La première chose à laquelle on pense, ça va être pour le travail, donc ça va être une relation socio-professionnelle où la personne habitant dans le périurbain va rencontrer des personnes habitant en ville, va pratiquer la ville et donc avoir des échanges avec ces personnes, et ce qui peut influencer son système de pensée. La part des travailleurs urbains est même un critère de définition du périurbain utilisé par l'INSEE et sous un certain niveau, on passe dans un espace rural. Les habitants du périurbain, eux, sont donc en contact avec les habitants des pôles urbains et vont pratiquer la ville, puisque tous les jours, pour certains, ils vont être en ville. Certains vont même passer presque plus de temps actifs en ville que dans le périurbain, vu que ça peut être seulement un lieu dortoir. Mais un périurbain peut aussi aller en ville pour les loisirs, le shopping, se balader, pratiquer une activité physique, culturelle, aller voir un match. Et toutes ces activités montrent que le lieu de résidence n'est pas l'unique lieu de vie et donc n'est pas l'unique lieu qui va influencer le système de pensée d'un individu. Le périurbain pratique donc la ville, il n'y a pas cette opposition binaire entre ville et périurbain que définit Jacques Lévy. Et cette pratique de la ville peut même entraîner un sentiment d'appartenance plus fort,
au pôle urbain qu'aux zones périurbaines. Une personne habitant donc dans le périurbain peut passer une grande partie de son temps en ville, et dans ce cas-là, pourquoi le système de pensée ne serait-il pas influencé, et pourquoi seul le lieu de résidence, qui n'est pas le seul espace pratiqué par cette personne, définirait-il à lui seul le système de pensée de cet individu, et peut-on même minorer les identités et l'influence socio-professionnelle sur le système de pensée d'un individu? Pour nuancer davantage les propos de Jacques Lévy, Ripoll et Rivière nous parlent également de profils sociaux des périurbains. En effet, on ne peut généraliser le périurbain en un seul archétype qui a une seule opinion politique, une seule pensée unique. Tout d'abord, le périurbain n'est pas forcément le stéréotype du travailleur urbain qui vit en périphérie dans sa maison individuelle. Nous savons par exemple que 2/3 des retraités vivent dans une maison individuelle, dont une grande partie en milieu périurbain. Ces derniers n'ayant pas les mêmes pratiques de la ville qu'un actif de 35 ans ou qu'un étudiant vivant encore en périphérie chez ses parents, cela vient remettre en cause la théorie de Lévy. Autre exemple, nous avons parlé précédemment des résultats aux élections qui ne résument pas l'opinion politique de l'espace périurbain dans sa totalité, mais seulement d'une majorité de ses occupants. De plus, nous pouvons encore sous-catégoriser les personnes vivant dans un espace périurbain en différenciant d'une part le périurbain forcé et d'une part le périurbain favorisé. Le périurbain forcé a été contraint de s'éloigner du pôle urbain pour fuir les quartiers sensibles par exemple. Malgré leur accès à la propriété, ces populations passent souvent de longues heures dans les transports et peuvent se sentir reléguées. Le périurbain favorisé ou périurbain choisi, quant à lui, a généralement quitté la métropole pour s'offrir un bout de campagne et profiter d'un cadre de vie paisible. Ils s'installent alors dans une petite commune qui répond à leur désir de promotion sociale. Les profils sociaux des habitants du périurbain sont donc aussi hétérogènes que le bâti en lui-même. Au-delà des étendues pavillonnaires que nous pouvons observer dans les périphéries de certaines grandes villes américaines par exemple, le tissu périurbain est également composé d'entreprises, de logements collectifs, etc. Pour conclure, donc, comme évoqué dans la première partie, la périurbanisation est un phénomène d'étalement urbain et de consommation d'espaces agricoles et naturels par extension de l'habitat individuel. L'espace périurbain il est donc en fait directement en opposition avec l'espace urbain puisqu'il en est son contraire. Selon Lévy, il y a une sorte donc de catégorisation des individus en fonction de leur lieu de résidence. Il propose donc cette analyse électorale qui revient à dire que les opinions politiques diffèrent en fonction du lieu de résidence et donc du système de valeurs de chacun. Il fait en fait une généralisation du système de pensée des périurbains. Mais l'espace périurbain est en perpétuel changement, il est donc difficile de le délimiter géographiquement et donc de déterminer la faille entre espace périurbain et centre urbain. On ne retrouve pas d'opposition binaire du coup entre ville et périurbain de par l'importance de la migration pendulaire observable quotidiennement. Le lieu de résidence d'un individu n'est pas l'unique espace pratiqué par celui-ci. Il est donc délicat d'affirmer qu'il définit le système de pensée de ce dit individu. En effet, on ne peut généraliser le périurbain en un seul archétype qui a une seule opinion politique et un système de pensée unique. Les profils sociaux des habitants du périurbain sont en fait très hétérogènes. Du coup, pour nous, en fait, les critiques évoquées, elles globalisent le périurbain sans que ce soit concrètement la vérité. Les valeurs qui définissent le lieu de résidence des individus, selon Lévy, sont basées sur une opinion majoritaire. Elles ne s'appliquent donc pas à tous les périurbains. La catégorisation, elle ne définit pas en fait strictement les valeurs et donc la localisation de tous les périurbains. Pour mon ouverture, j'ai donc choisi une photographie de Stéphane Couturier, donc intitulée San Diego East Lake Greens. Le photographe ici, d'après moi, a parfaitement capturé cette idée d'étalement urbain et notamment périurbain que nous avons évoquée.
En l'occurrence, cette répétition des pavillons sans réel style architectural qui pousse à s'étendre sans réelle limite dans le désert californien. Pour moi, cette photographie, elle représente donc l'habitat pavillonnaire dans une réelle dystopie. Pour ma part, du coup, j'ouvrirai sur le film de Tim Burton, donc Édouard aux mains d'argent. Donc cette image qu'on voit ici, c'est une caricature qui accentue le modèle résidentiel des périurbains, donc les maisons similaires et pavillonnaires, ainsi que le mode de vie des usagers. Cette vie semble en fait idéale pour les habitants car elle renforce un sentiment d'appartenance à un groupe et une certaine sécurité. Elle se base sur un modèle semi-communautaire qu'on pourrait associer aux gated communities, donc les quartiers résidentiels fermés, homogènes socialement et dont l'espace public est privatisé. Pour mon ouverture, donc je vais vous parler de ce graffiti qui a été réalisé par un artiste inconnu. Ce graffiti parle donc d'architecture, de périurbanisation. L'architecture, dans l'histoire, a toujours été un outil efficace pour façonner les réalités du terrain et aider divers programmes politiques et idéologiques à dépasser la théorie et en devenant une réalité qui entoure les individus et interfère avec le réel et avec leur vie immédiate. Mais d'un autre côté, lorsque ces idéologies échouent, l'architecture, elle va incarner physiquement cet échec, et c'est ce qu'a voulu donc représenter ici cet artiste, donc qui montre la vision dépassée de l'urbanisation au vu des problématiques actuelles, notamment du développement durable et écologique. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés.